Chaque année à l'automne, le monde des nouvelles technologies est en ébullition et non, je ne parle pas du dernier iPhone, mais bien de la dernière version de Python, la version 3.11 qui vient tout juste de sortir. Dans cette vidéo, on va passer en revue les nouveautés de cette version et vous allez voir qu'elles sont nombreuses et très intéressantes. Comme d'habitude, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est juste en dessous de la vidéo et ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Également, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai dans quelle situation mettre à jour votre version de Python et si oui ou non, c'est une bonne idée. Je vous mets également dans la description un lien vers le dépôt GitHub qui contient tout le code que je vais vous présenter, ainsi que le lien vers un article de blog sur Docstring qui revient en détail sur toutes ces nouveautés. Bien sûr, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire quelle est la fonctionnalité que vous attendiez le plus et nous, on commence tout de suite avec les améliorations qui ont été apportées du côté des performances de Python. Comme vous pouvez le voir ici, on a pas mal de nouveautés à passer en revue. Donc je vais commencer avec les améliorations au niveau de la rapidité de la version 3.11. Donc je ne vais pas faire une trop grande partie sur ce côté performance puisque ça va dépendre énormément des cas de figure et ça peut devenir assez vite technique. Je vous laisse aller voir d'autres vidéos qui font pas mal d'essais sur différents cas de figure. Personnellement, je trouve pas ça très intéressant. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus rapide en général. Moi, j'ai fait deux petits tests qui sont plutôt du côté du lancement des scripts. Donc j'ai fait deux petits scripts ici qui sont des scripts bash qui vont tout simplement lancer avec la version 3.6 et 3.11 de Python une simple instruction pass 250 fois dans le terminal. Donc ça va en fait lancer 250 scripts Python qui ont juste une instruction pass, mais vous allez voir qu'on n'a pas besoin de plus pour voir que déjà il y a une grosse différence entre ces deux versions. Personnellement, j'ai pas vu énormément de différence entre la version 3.10 et 3.11 au niveau du démarrage d'un script Python. La documentation parle d'une amélioration de 10% des performances, donc ce n'est pas vraiment très mesurable. Par contre, je me suis rendu compte qu'entre la version 3.6 et la version 3.11, donc la version 3.6 qui n'est pas non plus très vieille, ça fait peut-être 3-4 ans qu'elle est sortie de mémoire, eh bien vous allez voir qu'il y a quand même une grosse différence de rapidité entre les deux. Donc je vais lancer le script avec Python 3.6 et on va le laisser s'exécuter et vous allez voir que même visuellement on se rend compte que c'est plus lent. Donc là on a 250 exécutions et on est à 9 secondes de temps qui a été nécessaire pour parcourir ces 250 exécutions de script. Et on va faire cette fois-ci le test avec la version 3.11, donc cette version ici. Donc c'est juste voilà l'exécutable de Python qui est différent et qui est utilisé ici. Donc là je lance avec 3.11 et vous voyez déjà que tout se lance plus rapidement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Personnellement, quand je fais le test entre l'un et l'autre, on voit que ça va plus vite. Là, vous voyez qu'on est toujours sur 0,02 à peu près, alors qu'avant, on était à 0,03. Et si on regarde sur les 250 itérations, on est passé de 9 secondes à 6 secondes. Donc, vous voyez quand même un bon gain de temps sur 250 itérations uniquement. Donc, imaginez si vous avez des scripts qui roulent plusieurs centaines de fois sur une machine, eh bien, ça peut faire des très grandes différences à la fin entre ces deux versions. Donc, voilà pour le côté performance. Un petit test pour vous montrer quand même que même visuellement, comme ça, on se rend compte que les scripts sont beaucoup plus rapides à être lancés avec Python 3.11. Donc là aussi, je vous mets le lien dans la description pour aller lire un peu plus là-dessus. En fait, il y a pas mal d'optimisations qui ont été faites au niveau des modules de base qui sont chargés au moment de l'initialisation de Python, ce qui fait que eh bien, le temps de chargement est réduit quand on lance un script. Deuxième chose dont je vais vous parler, c'est les améliorations qui ont été faites sur la librairie standard. Donc on a pas mal d'améliorations qui n'ont pas été suffisamment pointées, je trouve, dans les articles que j'ai pu lire sur cette nouvelle version, notamment au niveau de pathlib. Ça, je l'ai vu nulle part. Donc c'est en fait une amélioration que moi je trouve très importante, puisqu'on peut désormais, avec la méthode glob ici sur un chemin, indiquer que l'on souhaite uniquement les dossiers. Donc là, j'ai fait un petit test ici. Vous voyez que j'ai un dossier qui contient 3 sous-dossiers et un fichier PDF et un fichier PNG. Et je peux donc cette fois-ci avec Python 3.11 mettre un slash ici, donc le symbole de séparation des dossiers après l'astérix pour indiquer que je souhaite uniquement les dossiers. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec l'un et l'autre. Donc soit on peut récupérer tout ce qu'on veut, donc les dossiers et les fichiers, ce qui est le premier cas de figure. Donc on met juste une astérisque ici et ça va récupérer tout ce qui est à l'intérieur de ce dossier, pas de test. Et je pourrais bien sûr filtrer et dire que je ne veux que les points PDF par exemple. Mais là, vous voyez que ce qu'on peut faire, c'est également, donc avec cette nouvelle syntaxe, mettre tout simplement un slash à la fin pour indiquer qu'on souhaite récupérer uniquement les sous-dossiers. Donc moi, je trouve ça très pratique. On a souvent besoin de faire ça. Et auparavant, alors il y avait peut-être d'autres façons de faire qui m'avaient échappé, mais il me semble que la seule façon de faire auparavant, c'était vraiment de filtrer
filtrer par-dessus ce qui nous était retourné par glob, donc en fait faire une compréhension de liste par exemple pour vérifier si les éléments qui étaient récupérés étaient des dossiers ou des fichiers. Donc ça nécessitait une boucle supplémentaire sur tout ce qu'on avait récupéré. Là, avec un seul slash à la fin, ça nous permet directement de filtrer ce que l'on souhaite récupérer. Donc petite amélioration que moi je trouve très importante et que je vais probablement utiliser très rapidement. Deuxième amélioration, c'est une amélioration que là, pour le coup, je ne vais probablement pas beaucoup utiliser. C'est des nouvelles fonctions qui ont été ajoutées au module math. Donc, c'est une fonction, par exemple, pour récupérer le cube root, donc la racine cubique d'un nombre. Alors, ça a surpris beaucoup de gens puisque ça fait 28 ans que Python existe et c'est seulement en 2022, aujourd'hui, qu'ils ont rajouté cette fonction. Alors après, je dois dire que personnellement, c'est vraiment le genre de choses que je n'utilise jamais. Peut-être que par contre, d'autres personnes qui utilisent beaucoup de fonctions mathématiques attendaient cela avec impatience. Peut-être que c'est votre cas. Et on a cette deuxième fonction exp2 qui permet en fait de mettre 2 à un exposant. Donc par exemple 2 puissance 6 ici. Donc on peut faire 2 puissance 10, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc. Donc là encore, personnellement, c'est vraiment pas le genre de choses que j'utilise tous les jours, voire jamais. Je pense pas que j'ai eu besoin une seule fois en près de 10 ans de développement avec Python de faire ce genre de calcul. Mais voilà, si vous en avez besoin, elles sont désormais disponibles dans cette librairie math. On va voir maintenant une amélioration un peu plus spécifique sur les énumérations. Donc si vous utilisez les énumérations, vous savez qu'on peut faire des énumérations ici avec des chaînes de caractères, sauf que eh bien, il va falloir mettre la chaîne de caractères soi-même. Donc ça veut dire que là, par exemple, pour le rouge, le vert et le bleu, je suis obligé de réécrire le rouge, le vert et le bleu. Donc là, je pourrais mettre d'ailleurs autre chose. On pourrait mettre rouge en français. Donc c'est une possibilité que l'on a, mais souvent, en fait, on a besoin d'utiliser la même chose. Donc là, si je lance ce script, je vais pouvoir récupérer la valeur associée à mon énumération, ce qui peut être pratique dans certains cas de figure. Et donc depuis la version 3.11, on a une nouvelle classe qui existe qui s'appelle string_enum. Donc je peux le mettre ici et faire hériter cette fois-ci ma classe color de string_enum. Et on va pouvoir utiliser la fonction auto qui permet de générer automatiquement des entrées pour notre énumération. Donc ça marche sur des nombres. Si on met juste un enum ici, ça va faire 0, 1 et 2. Et donc je vais vous le montrer juste pour vous montrer ce que ça donne. Parce que d'ailleurs, je ne suis pas sûr si c'est 0, 1 et 2 ou si ça commence plutôt à 1. Donc effectivement, c'est le cas. Ça commence à 1. Donc on va avoir en fait 1, 2 et 3. Et si on met string_enum, donc c'est ça l'intérêt maintenant, c'est qu'on peut laisser cette fonction auto et ça va automatiquement nous générer une chaîne de caractères cette fois-ci à partir de la valeur. Donc ça va prendre en fait tout simplement cette suite de lettres ici et la mettre en minuscule. Donc si je relance mon script, je me retrouve bien cette fois-ci avec le blue, sauf que je n'ai pas eu besoin d'écrire cette chaîne de caractères directement. Ça a été généré automatiquement par la fonction auto. Donc voilà, pour ceux qui utilisent les enum, ça permet de s'éviter encore quelques lignes à écrire et de le faire automatiquement avec la fonction auto. Au niveau de la librairie standard, on continue avec le support d'une bibliothèque qui surprenamment n'était pas supportée dans la librairie standard. Donc cette bibliothèque, c'est la bibliothèque tomlib. TumlLib, en fait, c'est en deux mots ici, puisque TUML, c'est un format qui permet de définir des fichiers de configuration qui sont notamment utilisés par Python. C'est pour ça que je dis que ça surprenait pas mal de monde, en fait, que ce ne soit pas supporté par défaut dans la librairie standard de Python, puisque ces fichiers TUML sont utilisés notamment quand on fait des packages avec Python. On a des informations à l'intérieur de ces fichiers. Donc ça, c'est en fait un fichier de configuration. Ça, c'est l'exemple sur le site de TUML qui permet de définir, vous le voyez par exemple ici, un titre, définir différentes sections. Donc là, vous voyez qu'on peut aller chercher une section database et chercher différentes informations sur cette base de données. Et on va pouvoir récupérer toutes ces informations désormais sous forme de dictionnaire, donc un peu comme un fichier JSON, sauf que voilà, ça permet de garder donc ce format TUML ici et de le récupérer et de le traiter directement avec cette bibliothèque tomlib. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On va tout simplement lire le fichier, donc je l'ouvre ici et j'utilise tumlib.load pour lire le fichier. Et ensuite, si je print les datas, donc je vais lancer le script, vous allez voir, si je print les datas, j'ai, comme je vous disais, une structure qui ressemble donc à un JSON, donc à un genre de dictionnaire avec Python, où on peut récupérer donc par la suite, si on veut, les informations du fichier TUML. Donc là, par exemple, je peux récupérer le nom de owner, donc de cette partie-ci, je pourrais récupérer directement le titre ici, on le voit à l'intérieur du dictionnaire, et vous le voyez qu'à chaque fois, tout est découpé en sous-dictionnaires. Donc par exemple, pour la database, si je vais ici, on a une première clé database qui contient un deuxième dictionnaire, donc par exemple, avec les ports ici, qui contient une liste.
Donc tout ça est traduit automatiquement en format qu'on peut lire ensuite avec Python grâce à cette bibliothèque TumblrLib. Donc très pratique ça aussi, puisque comme je vous disais, ce sont des fichiers qui sont déjà utilisés à beaucoup d'endroits dans Python, donc c'est tout à fait logique que cette bibliothèque fasse son entrée dans la librairie standard de Python. On continue avec les améliorations sur le typage, donc les annotations de type qui sont une nouveauté des dernières versions de Python et que j'utilise personnellement énormément. Ça permet d'indiquer en fait le type des objets dans votre script. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permet d'éviter beaucoup de problèmes, de vérifier votre code et également d'avoir des autocomplétions qui sont grandement améliorées. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire cette fois-ci, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, c'est d'indiquer qu'on va retourner une instance de la classe qu'on utilise avec ce self qui contient un S majuscule et qu'on peut retrouver à l'intérieur du module typing. Donc vous voyez ici, on importe depuis typing le self et là je peux par exemple ici dans cette classe indiquer que je retourne une instance de cette classe. Donc on pouvait le faire avant de différentes façons, mais ce n'était pas très pratique. On pouvait mettre entre chaînes de caractères comme ça le nom de la classe, donc ça avait pas mal d'inconvénients, notamment si on change le nom ici, eh bien il fallait bien penser à changer le nom ici. Alors heureusement avec des outils comme PyCharm, vous voyez que là quand je sélectionne en fait le nom de la classe, il met en surbrillance également le nom ici. Donc si je fais un refactor ici pour changer, pour renommer cette classe, par exemple je vais l'appeler costpath, vous voyez que ça l'a bien changé ici aussi. Donc ce n'était pas tant un problème que ça, mais de le mettre en chaîne de caractères comme ça, je trouvais que c'était pas forcément très clair. Là voilà, avec self, on comprend bien qu'on retourne une instance de cette classe. Je vous montre également un autre exemple que j'avais fait ici, avec cette fois-ci une méthode de classe. Donc vous voyez, ça marche dans les deux cas de figure. Ici, que l'on retourne directement une classe ou que l'on utilise une méthode de classe avec CLS. Là, c'est le même principe. Je voulais juste vous montrer voilà, quelques petits cas de figure dans lesquels on pourrait utiliser ce self dans les annotations de type. On continue avec des améliorations sur les annotations de type sur les typedict. Donc les typedict, pour faire rapide, en fait, c'est une classe qui nous permet de définir une classe qui va permettre de vérifier si un dictionnaire qu'on a par exemple ici est bien valide selon un certain type. Donc, par exemple ici, j'ai un dictionnaire qui représente des films et je peux désormais, grâce aux mots required et not required qui sont à l'intérieur de typing, préciser si des éléments sont requis ou non. Alors par défaut, si j'enlève le total égale false ici, tous les éléments vont être requis et vous voyez que PyCharm me surligne bien ici qu'il manque des éléments. Donc par exemple, si je mets str ici, vous voyez que grâce à la notation de type que l'on a mis ici, qui a été créée donc à partir de cette classe, on a bien un avertissement de PyCharm qui nous dit que notre dictionnaire n'est pas complet puisqu'il manque des informations. Ici, on a uniquement le year et il faudrait rajouter donc title et rating. Donc auparavant, avec la version 3.10 et les versions antérieures, on ne pouvait que rajouter le paramètre total ici qui était égal à false. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucun des paramètres qui est requis. Donc là, vous voyez qu'on a bien l'avertissement qui disparaît puisque là, on indique qu'aucun de ces trois champs ici ne sont requis. Mais on n'avait pas un aspect plus granulaire. Là, cette fois-ci, on peut le faire grâce à required ou not required. On pourrait dire par exemple ici que le rating n'est pas required. Donc on pourrait dire not required ici et remettre l'indication du type ici. Donc là, ça veut dire que si je mets le titre, on va mettre ici par exemple Blade Runner. Donc si je mets le titre et l'année, ça va fonctionner. Et là, vous voyez par contre que PyCharm n'a pas encore compris ces mots-clés. Donc vous voyez là, ils sont surlignés en rouge. Alors je vais vous montrer pour ça dans le terminal. Je vais lancer avec MyPy la vérification donc, des annotations de type. Donc je vais aller dans Typing in Prov et on va faire MyPy typedict. Et là, vous allez voir qu'on n'a aucune issues. Donc issues, c'est aucun problème qui a été détecté. Par contre, si je mets required ici, là, vous allez voir qu'on aura un problème puisque on a un champ, voilà, error missing key rating for typedict movie. Donc MyPy a déjà été mis à jour et peut détecter en fait ces deux classes ici qui nous permettent d'indiquer des champs requis ou non requis. Donc voilà, une petite amélioration qui est là, comme je vous disais, assez spécifique, mais qui peut être quand même assez intéressante quand vous faites de la validation comme ça de données pour vous assurer que vous avez bien toutes les infos dont vous avez besoin. Une autre nouveauté sur les annotations de type, cette fois-ci, c'est le rajout de literal string ici. Alors, je vais vous faire quelques petits exemples puisque c'est pas forcément évident de comprendre exactement de quoi il s'agit et dans quel cas de figure ça pourrait être intéressant. Donc, literal string ici, en fait, ça indique que cette fonction n'accepte
que des chaînes de caractères qui ne sont pas modifiées, donc que des chaînes de caractères littérales. Alors qu'est-ce que j'entends par modifier? Par exemple ici vous voyez qu'on met une chaîne de caractères avec un f-string, donc ça veut dire qu'on va injecter des données à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Et donc là, encore une fois, c'est une annotation de type, donc ça veut dire que c'est juste une indication. Donc Python ne vous empêchera pas ici de passer un f-string, mais c'est juste une indication pour vos collègues et normalement pour également PyCharm qui devrait vous surligner ici cette chaîne de caractères, cette f-string, pour vous indiquer que ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est probablement parce que j'ai des histoires de cache ou de choses comme ça qu'il faut que je mette à jour pour qu'ils comprennent les ajouts qui ont été faits dans la version 3.11. Mais là, en fait, normalement, il devrait vous dire que vous n'avez pas le droit donc de passer un f-string. Alors, dans quel cas de figure ça peut être intéressant? Eh bien, dans des cas de figure où on peut avoir des risques d'injection. Donc là, je vous ai fait un petit exemple pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux. Donc là, en fait, on a un os.system qui va lancer une commande dans le terminal et on pourrait injecter, en fait, quelqu'un de mal intentionné pourrait injecter des commandes de cette façon. Là, par exemple, on fait juste un echo de filename qu'on récupère avec le input. Donc, si je lance le script, je vais aller dans le terminal et je vais lancer donc avec Python 3.11, on va lancer literal string. Donc on me demande un filename, je peux dire par exemple document.pdf. Voilà, ça m'affiche document.pdf. Là, il n'y a aucun souci. Par contre, imaginons que je crée un fichier test.txt. Je relance mon script et là, si je fais enter filename, donc on va faire document.pdf, mais on pourrait dire aussi qu'on veut supprimer le fichier qu'on vient de créer. Donc là, je vais prendre le chemin et je vais aller jusqu'à test.txt. Et là, en fait, on est en train d'injecter une commande puisqu'on lui demande de faire un écho de cette chaîne de caractères, donc document.pdf, mais on rajoute en fait une commande, donc on met une esperluette ici et on lui dit qu'en plus du écho, il faut également qu'il fasse un RM. Donc là, imaginez, quelqu'un pourrait supprimer tous les éléments qui sont sur votre ordinateur en faisant un RM récursif sur la racine de votre ordinateur. Donc là, je vais lancer la commande juste pour vous montrer. Si je fais un ls, vous voyez que le fichier test a bien été supprimé. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant, parce que là, voilà, si vous avez le literal string, ça va indiquer aux développeurs que ici on accepte uniquement des chaînes de caractères complètes et que on ne peut pas utiliser l'input d'un utilisateur comme ceci pour le concaténer avec un f-string. Un autre exemple qui est assez intéressant, c'est un exemple qui est suggéré en fait tout simplement dans la PEP. Donc la PEP, c'est le document qui explique l'ajout de cette nouveauté et les cas de figure dans lesquels il pourrait être intéressant. Donc eux, ils donnent quelques recommandations, notamment sur Django. Dans Django, on a la possibilité d'indiquer qu'une chaîne de caractères est sécuritaire, donc avec la fonction markSafe, et le risque qu'on peut avoir en fait en utilisant cette fonction, c'est d'injecter là encore de l'input utilisateur. Donc par exemple ici, on pourrait dire qu'on va récupérer un input utilisateur et qu'on va le mettre à l'intérieur d'une balise script. Et donc là, c'est un gros risque de sécurité puisque markSafe va exécuter en fait tout ce qu'on a à l'intérieur, va le noter comme safe si vous voulez. Donc je résume globalement, mais voilà, vous pourriez ici avoir du JavaScript qui est exécuté de façon mal intentionnée. Donc là, en fait, ce qu'il dit, c'est que voilà, les développeurs de Django auraient tout intérêt dans cette fonction à rajouter cette annotation de type avec le literal string, et comme ça en fait à chaque fois que quelqu'un utiliserait markSafe comme ça avec quelque chose qui n'est pas une chaîne de caractères directe comme ceci mais un f-string ou une chaîne de caractères concaténée, etc., eh bien on aurait un avertissement qui nous indique qu'on ne devrait pas mettre de chaîne de caractères de ce type. Donc voilà pour les annotations de type. Literal string, moi je trouve que c'est très intéressant, très important pour des cas de figure comme ceci, et j'ai hâte de voir si les développeurs de Django justement vont rajouter ça petit à petit dans la bibliothèque. Le self que moi je trouve aussi très intéressant, et typedict, je l'ai utilisé une fois jusqu'à présent dans un cas de figure où justement je devais valider des données et c'était assez pratique, mais personnellement j'avais besoin de tous les champs qui étaient à l'intérieur de mon typedict, donc ça ne m'avait pas paru très utile, mais ça peut être probablement très utile dans certains cas de figure pour les gens qui utilisent régulièrement les typedict. Donc voilà pour les annotations de type, et on va aller voir des améliorations un petit peu plus avancées cette fois sur la gestion des messages d'erreur. Donc ça c'est assez intéressant, j'allais dire plus pour les débutants, mais en fait aussi pour les développeurs un peu plus avancés. Si vous avez des scripts un peu du genre où vous avez par exemple la récupération d'une clé dans un dictionnaire et ensuite des indices, et bien des fois quand vous vous plantez, vous ne savez pas trop à quel endroit ça ne marche pas. Donc là je vais vous montrer, j'ai 3 exemples, je vais vous montrer avec le premier exemple. Donc je lance ce script.
Et vous voyez que là, en fait, il nous dit clairement que l'erreur se situe ici, puisque le list index out of range, il pourrait se situer sur le 5 ou sur le 2. List index out of range, c'est sur l'indice d'une liste. On pourrait avoir un key error aussi. Donc, si je mets juste 1 ici et que j'essaie de récupérer Uno, si je relance, là, cette fois-ci, vous voyez qu'on a bien l'indication que le problème se situe au niveau du Uno. Donc ça, c'était pas du tout le cas avant. Je vais lancer le script dans Python 3.10 pour vous montrer la différence. Donc si je vais dans Error Handling, Python 3.10, je lance Error Handling. Et là, vous voyez que, alors avec Python 3.10, on a quand même, avec le key error, l'indication que c'est sur le Uno. Donc là, c'est quand même assez explicite. Mais sur le list index, en fait, il ne nous dit pas où est le problème. Donc là, si je remets Uno, je relance avec Python 3.10. Là, vous voyez, on a juste une indication, list index out of range. Et on ne sait pas trop où est le problème entre le 5 et le 2. Si je fais un exemple un petit peu plus extrême avec le exemple 2 ici, vous voyez que là, on a une division de plusieurs nombres. Donc là, on divise 1 par 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Donc ça ne pose aucun problème. Sauf que si je mets un 0 ici, on va avoir une division par 0. Et là encore, si je relance avec Python 3.10, vous voyez aucune indication de où se trouve précisément le problème. Si je relance par contre cette fois-ci avec Python 3.11, là on nous indique clairement que le problème se situe à ce niveau, donc à partir de la division sur le C. Et c'est bien effectivement sur la variable C qu'on a le 0. Donc là encore, des indications beaucoup plus précises, ça peut vous sauver du temps de debug dans pas mal de situations. Le dernier cas de figure que j'aime bien, c'est celui-ci. Quand on a un objet none par exemple, on a souvent cette erreur qui est affichée. On va vous dire que l'objet none n'a pas d'attribut. Donc ça c'est là, bon, c'est un exemple très bateau, mais imaginez des fois en fait vous récupérez un objet et cet objet n'a pas été récupéré correctement. Et là vous voyez en fait ça nous dit non-type object has no attribute capitalize. Sauf que là on utilise capitalize sur la variable A et la variable B, donc on n'a aucune indication si c'est A ou B qui est égal à none. Donc là encore comme je vous disais c'est un exemple très simple, on a même PyCharm qui nous le détecte en fait en amont, mais il arrive dans des cas de figure qu'on ait plein de variables comme ça et qu'on ait cette erreur et on ne sache pas trop en fait sur une ligne où se situe l'erreur. Et là, vous allez voir que si je relance avec Python 3.11, cette fois-ci, il nous indique clairement que le problème se situe au niveau du A.capitalize et non pas du B. Donc voilà pour la gestion des erreurs, des petites améliorations qui seront bienvenues pour tout le monde. Et on va voir maintenant des améliorations un petit peu plus avancées sur notamment la possibilité de faire des groupes d'exceptions. Donc là encore, c'est quelque chose qui peut être très pratique dans certains cas de figure, que personnellement, je me vois utiliser dans certains cas de figure très précis que j'ai en tête sur Docstring, mais c'est pas non plus forcément quelque chose que vous utiliserez tous les jours. En fait, cette nouveauté, pour la petite histoire, a été ajoutée par la nécessité d'une autre amélioration en fait, qu'on va voir dans quelques instants sur les task groups ici, sur le module Async.io, puisque avec les task groups de module Async.io, on a plusieurs tâches qui sont lancées en parallèle et on avait besoin du coup de cette amélioration pour pouvoir récupérer plusieurs erreurs potentielles qui auraient été déclenchées par différentes tâches lancées en simultané. Donc vous voyez, en fait, c'est les développeurs de Async.io qui avaient ce besoin, qui ont fait savoir donc qu'ils avaient ce besoin et du coup ça a bénéficié à tout le monde puisque maintenant on a ces groupes d'exception. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, je vous ai fait un exemple de base. On a donc la possibilité cette fois-ci de faire un exception group. Donc, c'est une nouvelle classe qui existe, qui permet de regrouper différentes exceptions. Et on a ensuite cette nouvelle syntaxe avec l'astérisque ici qui nous permet de faire un genre d'unpacking sur différentes exceptions qu'on aurait pu avoir. Donc là, en fait, vous voyez, je vais lever plusieurs types d'exceptions, donc des value error, un type error, un key error, attribute error, etc. Et ensuite, je vais les traiter avec les except. Et vous voyez que je peux même les grouper ici. Donc, je peux dire que dans ce bloc ici, je souhaite traiter à la fois les value error et les type error. Et donc, si je lance tout ça, ce qui va être assez intéressant et qui peut faire un petit peu peur au début, c'est qu'on va avoir un espèce de traceback en fait assez détaillé de l'ordre dans lequel tout ça s'est déroulé. Donc là, vous voyez, on a des numéros, on a 1 ici, 1, 2, ensuite on a le 2 ici, ensuite on a 1, 2 et ensuite on a le 3 avec le 1. Donc on a 3 groupes, 3 sous-exceptions ici, qui sont les 3 cas de figure qu'on a gérés ici. Et à l'intérieur, en fait, on a des sous-groupes, si vous voulez. Donc, si on y va dans l'ordre, on a la première exception ici, qui est le premier groupe avec le attribute error. Donc, c'est puisque, en fait, on l'a mis ici en premier. Donc, là, dans l'ordre des exceptions, ici, vous voyez qu'elles sont à la fin, mais c'est les premières qu'on traite. Donc, on va passer en premier dans la gestion des attribute error. Et là, je fais juste relever donc l'erreur ici.
Et donc, on a attribute error 1, donc this is attribute error et this is another attribute error. Donc là, on les a bien dans l'ordre ici dans lequel elles sont déclenchées. Donc la première ici et la seconde ici. Ensuite, on a le deuxième groupe, donc qui correspond à ce deuxième groupe d'erreurs ici, qui correspond aux value et type error. Donc c'est bien ce deuxième groupe de gestion qui regroupe à la fois les values et les types. Et là encore, on est bien dans l'ordre. On a en numéro 1 le value error qui se trouve avant le type error. Donc value error et type error. Et ensuite, on a la troisième gestion d'erreur avec le key error qui se retrouve donc tout seul ici, le troisième groupe key error avec la seule key error. Donc vous voyez, ça permet en fait de réorienter, si vous voulez, ces erreurs, de les traiter de façon multiple à différents moments et d'avoir plusieurs blocs ici qui vont récupérer ces différents blocs d'erreurs. Donc je vous ai fait un exemple un peu plus concret parce que là, c'est pas forcément très clair à quoi ça peut servir. Donc je vous ai fait un petit exemple avec par exemple une fonction qui va tester des URL. Donc on a une fonction testlinks ici qui récupère une liste d'URL et on va pouvoir en fait ajouter ces exceptions dans un groupe comme on l'a fait ici. En fait, vous voyez que là on a plusieurs exceptions. Donc là j'ai directement créé ces différentes exceptions avec le exception group. Là qu'est-ce que je fais ici? J'ai donc une liste vide d'exceptions. Je vais boucler à travers les URL, je vais essayer de récupérer ces URL et dans le cas où on a une exception qui est levée, je vais l'ajouter dans ma liste d'exceptions. Et on verra par ailleurs qu'on a aussi une nouveauté qui nous permet d'ajouter les notes. Je reviens là-dessus dans quelques instants. Donc là, on va ajouter toutes ces exceptions potentielles à notre liste d'exceptions. Et si on a des exceptions qui ont été levées, on va lever un exception group en lui disant qu'il y a certaines URL qu'on n'a pas réussi à récupérer. Et on va lui passer cette liste d'exceptions. Et donc là, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire? Je me suis fait une petite fonction write2file qui va me permettre d'écrire dans un fichier les différents types d'exceptions. Donc qu'est-ce que je fais ici? En dehors de mes fonctions, je vais appeler donc cette fonction testlinks avec différentes URL. Donc là, toutes ces URL sont valides, donc on n'aura aucun problème. Donc je vais lancer le script et si je lance le script, là, vous voyez que on n'a normalement aucun souci. Voilà, tous les liens sont valides. Donc là, on n'a eu aucune levée d'exception et donc on passe dans le else. Si par contre je commence à modifier les liens, donc là je vais mettre des liens qui ne sont pas valides, je vais par exemple enlever le HTTP, ici je vais mettre un HT tout simplement, et ici on va mettre un comme X à la fin. Donc là en fait on va rentrer dans différentes erreurs qui sont possibles avec le module request, donc par exemple invalid schema, missing schema ou connection error. Donc invalid schema ça va être celui-ci, missing schema ça va être le dernier et connection error ça va être celui-ci puisqu'il y a bien un schema mais le com.x va faire planter la requête. Et ensuite, je passe tout ça à mon write2file. Donc, je vais lui passer les exceptions. Donc là, vous voyez, encore une fois, avec l'astérisque, ça me permet de récupérer différentes exceptions. C'est-à-dire que là, si j'ai différents liens, donc là, je vais mettre comme X, comme S, comme A, par exemple. Donc là, on va avoir différentes URL qui vont être dans le connection error. Et on va pouvoir récupérer ces différentes URL grâce aux notes. Donc, je vais revenir là-dessus tout de suite après avec les notes. Mais là, si je relance le script, vous allez voir qu'on va avoir des problèmes et donc on n'aura pas de problème puisqu'on les a gérés avec les excepts, donc le script ne plante pas. Mais si je reviens dans mon log, on a bien des logs d'erreur. Donc si je vais voir dans connection error, j'ai bien les 3 URL qui ont été ajoutés, le invalid schema et le missing schema. Donc vous voyez un cas de figure que je trouve un peu plus explicite dans lequel on pourrait utiliser cette gestion multiple des erreurs avec l'astérisque après le except. On en arrive maintenant à l'exception note. Donc vous voyez ici cette petite fonction qui là encore n'est pas reconnue par PyCharm qui me permet d'ajouter une note et j'y ai accès ensuite sur mon exception avec cet attribut notes. On peut ajouter plusieurs notes sur une exception, donc ça peut être pratique dans certains cas de figure. Là vous voyez ce que je faisais, c'est tout simplement rajouter comme note l'URL qui n'avait pas fonctionné et ensuite j'utilise ces notes ici pour récupérer l'URL et l'écrire dans le fichier. Donc je vous ai fait un autre petit exemple ici. Vous voyez, ça nous permet en fait de rajouter tout simplement une note à notre exception. Donc je vais vous montrer ce que ça donne si je lance le script. Vous allez voir qu'on a cette note qui est affichée également à la fin ici. Donc là, j'ai juste ajouté une note couldn't fetch Google et à la fin de notre traceback ici, on a le couldn't fetch Google qui est affiché. Donc ça peut être pratique pour annoter un petit peu les messages d'erreur que l'on peut avoir. Donc voilà pour les exception group, une autre nouveauté assez intéressante de Python de cette version 3.11. Et on va terminer avec les task group de async.io. Donc il y avait d'autres façons de faire avant. Ça remplace en fait une fonction async.io gather qui existe en fait toujours, qui nous permettait de grouper différentes tâches ensemble. Donc là, qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai tout simplement des tâches que j'ai groupées avec ce task group qui est donc la nouveauté
de cette version 3.11 qui me permet de grouper avec un task group que là j'ai appelé TG plusieurs tâches qui vont être à l'intérieur d'un même groupe. Donc ça permet en fait de grouper les choses de façon un peu plus facile, un peu plus élégante que ce qu'on avait avant avec le Async.io Gather. Donc pour ceux qui utilisaient cette façon de faire, vous voyez de quoi je parle. Et là vous voyez, je vous ai fait un petit test pour vous montrer également avec là encore la possibilité en fait de récupérer ces différentes value errors. Et comme je vous disais, c'est vraiment ça qui a motivé la nécessité en fait de cette nouvelle notation, puisque là en fait je fais intentionnellement planter les deux fonctions, donc les deux tâches que je lance en asynchrone. Cette première tâche qui va essayer en fait de faire un print de int de hello, donc là on va avoir un problème de conversion de cette chaîne de caractères en int, et là on fait un square root d'un nombre négatif, donc là encore on va avoir une value error. Donc là si je lance le script, vous allez voir que ces deux erreurs vont être levées et on va les récupérer ici. Donc je fais tout simplement un print à la fin de ces exceptions. Donc on a bien invalid literal for int with base 10 et value error mat domain error. Donc vous voyez, ça permet avec le task group ici de grouper ces tâches ensemble, et avec le exception group de grouper, de récupérer en fait ces différentes value error à la fin pour pouvoir les afficher si jamais il y a eu des problèmes au cours de l'exécution de ces tâches asynchrones. Donc voilà pour l'aperçu de toutes ces fonctionnalités. Il y en a, comme je vous disais, pas mal d'autres. Moi, je trouve que c'est les principales. C'est en tout cas celles que je risque d'utiliser le plus dans mon développement de tous les jours. C'est quand même des trucs assez pointus. Il y a des trucs qui sont un peu plus utiles que d'autres. Moi, je retiens surtout le fait que ça va plus vite à se lancer. J'ai certains scripts qui sont lancés assez régulièrement, même si le gain de temps est de l'ordre des millisecondes sur l'exécution d'un script. Donc ça va pas non plus changer ma vie, mais c'est toujours bienvenu. On a le changement sur Pathlib que moi je vais probablement utiliser très rapidement. Le support de Toml, c'est très cool aussi, puisque c'est vrai que je n'utilisais pas beaucoup ces fichiers personnellement, et du coup ça va peut-être me faire revoir mon avis là-dessus. J'avais tendance plutôt à utiliser des fichiers JSON quand j'avais des fichiers de config comme ceci à faire, puisque le module JSON lui était inclus de base dans la librairie standard de Python. Et le self que je vais pas mal utiliser aussi, je pense, sur les annotations de type. Et voilà pour les principales nouveautés de cette version 3.11. J'ai essayé de faire un aperçu assez détaillé de tout ça avec des exemples assez concrets. Bien sûr, il y a plein d'autres nouveautés dont je n'ai pas parlé mais qui sont un peu moins importantes. Je vous laisse aller voir tout ça dans les liens qui sont dans la description. Également, il y a pas mal de choses qui ont été dépréciées, notamment quelques modules qui ne sont plus très utilisés. Je vous laisse là encore aller voir l'article sur Docstring qui en parle un peu plus en détail. Encore une fois, n'oubliez pas les pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo, ça aide vraiment à la faire connaître. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être averti en priorité des nouvelles vidéos qui vont sortir en activant la petite cloche. Alors maintenant, la question que vous vous posez, faut-il, oui ou non, tout de suite passer à cette version 3.11? Comme dans bien des situations, vous vous en doutez, la réponse à cette question, c'est que ça dépend du contexte. Bien sûr, si vous commencez un tout nouveau projet, allez-y. Normalement, il n'y a aucun problème. Il y aura bien sûr des bug fixes qui vont arriver, mais comme toujours, ça va être des trucs assez minimes. Donc, il n'y a pas de souci. Assurez-vous cependant, et ça c'est valide, que vous commenciez un nouveau projet ou que vous soyez sur un projet existant, que les dépendances et les librairies que vous utilisez supportent cette version. Il y a bien souvent des librairies qui mettent un petit peu de temps avant d'être supportées par les dernières versions de Python. Donc, assurez-vous de ça avant de faire le changement, surtout si vous faites ce changement en production. Tant que vous êtes en local, ça peut passer. De toute façon, faites bien entendu des tests en local auparavant avant de pousser tout ça en production. Ça va aussi dépendre de quelles fonctionnalités vous utilisez sur cette dernière version. Vous pouvez par exemple installer cette version et n'utiliser que le gain de performance sans utiliser directement la syntaxe, notamment si vous travaillez sur des bibliothèques qui vont être utilisées dans différents contextes avec des utilisateurs qui utiliseront par exemple des versions antérieures de Python. Dans ce cas-ci, malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser les dernières nouveautés sur la syntaxe, mais vous pouvez très bien en local bénéficier des améliorations sur la performance et la rapidité de Python. Concernant la rapidité, je sais qu'on a toujours envie d'avoir le dernier gadget le plus rapide possible, mais figurez-vous bien souvent que les problèmes de lenteur sur vos scripts sont plutôt entre la chaise et le clavier, comme on dit. Et même si vous avez vu avec les exemples dans cette vidéo qu'il y a des cas de figure dans lesquels on bénéficie des améliorations au niveau de la performance, ces cas de figure restent quand même assez minimes. Donc à moins d'avoir vraiment des cas de figure dans lesquels vous savez pertinemment que vous allez bénéficier
bénéficier tous les jours de ces gains de performance. Dans le reste des cas, il n'y a pas forcément besoin de changer de version. Ça va dépendre aussi de la version que vous utilisez actuellement. Si vous utilisez sur un projet la version 3.10, à moins là encore que vous ayez vraiment très envie d'utiliser les nouveautés sur la syntaxe, eh bien il n'y a pas forcément lieu de tout de suite changer, vous pouvez attendre un petit peu. Par contre, si vous êtes encore sur les versions par exemple 3.4, 3.5, 3.6, là ça peut être un bon moment pour se dire que vous passez directement de la version par exemple 3.4 à 3.11 puisqu'il y a eu pas mal de changements quand même sur ces dernières versions. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à me faire savoir quelle est la fonctionnalité que vous avez préférée en commentaire. Et encore une fois, n'oubliez pas les pouces bleus, ça aide énormément les vidéos à se faire connaître. Et si vous aviez raté les nouveautés des deux dernières versions de Python, la 3.9 et la 3.10, je vous conseille d'aller voir ces vidéos que j'avais réalisées qui reviennent en détail sur toutes les nouveautés qui ont été ajoutées au langage ces deux dernières années.